Culture Club, l'émission culturelle du Gop Radio. Bonjour à tous, bienvenue sur Gop Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre Culture Club, nous accueillons André Stéphane. Bonjour à toi. Bonjour. Vous êtes écrivain. Vous avez écrit, c'est votre premier livre ou je dis le nom du livre. Le livre s'appelle Gestion de crise. Est-ce que vous pouvez présenter le livre? Vous pouvez aussi nous dire quelle est votre expérience avec l'écriture? Bien sûr, tout d'abord, merci pour cette invitation. Merci à toi. Je suis André Stéphane, je suis étudiant en 5e année de communication. Et pour rentrer directement dans le vif du sujet, pourquoi ce livre? Tout simplement parce que je suis arrivé à un constat lors d'une enquête d'école qu'il était important pour moi de partager au plus grand nombre et donc de contribuer, en mon sens, à être utile à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. D'accord. Et quand vous l'avez écrit, est-ce que vous avez eu du mal à éditer, à trouver des gens qui peuvent vous faire confiance, étant donné que c'est le premier livre pour vous? Est-ce que vous avez du mal à trouver un vocabulaire? Est-ce que vous êtes aidé de ChatGPT? Est-ce que ça se fait? C'est comment un premier livre? C'est une très bonne question. Le premier livre, il peut être facile pour certains, un peu moins pour d'autres. Dans mon cas, je dirais qu'il ne s'agissait pas du premier. Je vais faire une confidence. Alors, remettons les choses en contexte. Oui. C'est le premier livre que j'écris à mon nom. D'accord. Mais par contre, c'est le 4e que j'écris de ma vie. Et donc, j'avais déjà eu à écrire 3 autres ouvrages pour des tierces personnes. Je me faisais payer pour cela. D'accord. Et évidemment, contractuellement, j'ai pas le droit de prononcer le nom de ces personnes. Ça restait un peu dans l'ombre. Mais il y a quand même une fierté parce que ces personnes ont été éditées dans des maisons d'édition qui ont pignon sur eux. Et donc, je me suis dit, OK, aujourd'hui que je décide d'écrire en mon propre nom, je vais peut-être le faire parce que je l'ai déjà fait dans le passé. Donc, je partais plutôt avec un minimum de confiance pour rédiger ce premier livre-ci. D'accord. Et dans le livre, vous parlez aussi de Covid, de crise des entreprises, on peut dire ça. Est-ce que vous l'avez vécu vous-même, cette crise à l'intérieur d'une institution, d'une entreprise quelconque? Qu'est-ce que vous l'avez vécu et c'est ça qui vous a donné l'envie peut-être d'aider les autres? Je sais pas si c'est la question. La question, elle m'a l'air à 2 volets. D'abord, sur la Covid-19, qui a été, à mon sens, une crise globale, une crise mondiale, qui a impacté tout le monde entier et dans tous les continents. Après, il y a le volet crise d'entreprise. Déjà, sur la crise Covid-19, effectivement, que j'ai été aussi frappé par cette crise, comme la majeure partie des habitants de la planète Terre. Et c'est véritablement de là qu'est parti le déclic du livre. Je me souviens à cette époque, je suis jeune chercheur au sein de l'université de Yaoundé 1. Et donc, je travaille sur tout ce qui peut améliorer le quotidien de vie de l'homme. Et il y a cette crise qui arrive et je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mortes, malheureusement. Et je me dis, faut peut-être que je m'intéresse de près à ça pour aider, à mon sens, pour prévenir ce type d'événements malheureux, pour que si ça se reproduit, qu'on puisse mieux y répondre, perdre moins de monde, ne pas perdre de personnes dans le cas idéal. Donc c'est de là que vient le déclic. Et puis sur le côté crise d'entreprise, évidemment que j'ai vécu des crises d'entreprise durant mon modeste parcours parce que je suis tout jeune professionnel. J'ai pas forcément été au premier plan parce que la crise implique de grosses responsabilités, mais j'ai souvent été de très près avec les équipes qui ont géré des crises. Et donc une fois de plus, j'ai eu le temps d'observer dans plusieurs domaines du monde d'entreprise, que ce soit dans la tech, que ce soit dans la finance, que ce soit dans le monde associatif. J'ai eu à observer plusieurs personnes se déployer, plusieurs types de crises et la manière de les résoudre. Et donc c'est aussi ça qui a conforté à mon sens ce projet et qui m'a permis d'aller en toute confiance une fois de plus vers cet angle que je propose qui pour moi est essentiel à envisager aujourd'hui dans la façon dont on répond aux crises. D'accord. Et juste le livre, est-ce que vous toi qui est universitaire, est-ce que ce livre tu le conseilles à par exemple des gens qui veulent juste se lancer dans une entreprise, créer peut-être une mini-entreprise, ou est-ce que c'est vraiment de la recherche universitaire, scientifique,
les termes utilisés, la manière de lire, est-ce qu'il est accessible selon vous, selon les gens qui... voilà. Oui, le livre est totalement accessible au grand public. D'accord. Il s'adresse principalement aux dirigeants d'entreprise, donc quelle que soit la taille de l'organisation, de la PME au groupe coté. C'est eux la cible principale du livre, à côté des directeurs et des responsables communication et de relations publiques, et même des étudiants en communication qui débutent dans le domaine. D'accord. Donc oui, c'est un livre qui peut être lu par tous, qui vulgarise un certain nombre de concepts. Il a 8 chapitres. On a un chapitre sur le management, on a un chapitre sur la communication de crise, on a un chapitre sur les relations presse, on a un chapitre sur l'intelligence collective, un chapitre sur la médiation. Donc oui, c'est un livre qui vulgarise plein de chapitres aujourd'hui, enfin plutôt plein de notions aujourd'hui, et qui s'ancre dans des cas d'études qui vont permettre assez rapidement de comprendre ce dont il est question en contexte. Et chaque chapitre est sanctionné par des clés opérationnelles, c'est-à-dire des actions qui peuvent être mises en place directement par le lecteur au sortir de la lecture du livre. D'accord. Et parmi ces notions, vous parlez, entre autres, c'est pas la notion centrale, mais l'ontologie relationnelle. C'est des mots un peu compliqués pour... Moi, je suis en master Infocom aussi, donc j'ai pas trop entendu parler. C'est des choses qui sont un peu dures à comprendre pour certains. J'en fais partie. Est-ce que vous pouvez expliquer, vulgariser peut-être ce terme? Bien sûr. Alors c'est normal que vous ne compreniez rien a priori, je vous rassure, parce que je l'ai inventé. Voilà. Mais je ne l'ai pas inventé ex nihilo. L'ontologie, et ça c'est bien expliqué en haut de bas de page, dès la première fois où le concept est évoqué dans le livre, au tout début. L'ontologie est l'étude de l'être profond des choses. Pour utiliser une métaphore qui est simple, si je parle de l'ontologie de la voiture, je vais étudier les roues, je vais étudier les jantes, je vais étudier le réservoir, le moteur, le phare, la portière, etc. Donc c'est toutes ces petites parties qui vont faire le tout d'une entité, d'une personne ou de quelque chose. Et donc quand je parle d'ontologie relationnelle, c'est tous ces éléments, tous ces publics et toutes ces façons de faire finalement qui font que l'entreprise est en bonne relation avec l'ensemble de ses parties prenantes. Et là encore, on pourra disséquer, aller plus en profondeur si vous voulez, voilà, dans la suite de l'entretien évidemment. D'accord. Et aussi le manager relationnel. Oui, c'est ça. Vous parlez aussi de relations internes de l'entreprise, toutes ces choses-là qui en cas de gestion de crise sont importantes selon vous. Est-ce que justement en cas de crise, comment les structures d'une entreprise travaillent entre eux selon l'étude que vous avez fait? C'est une très bonne question, elle est très large aussi. Je vais faire l'effort de... Juste 20 minutes d'émission, ça ne suffit pas de résumer un livre. Je vais faire l'effort de répondre de ma modeste expérience. Tout va dépendre du type de crise, du type d'entreprise et de l'environnement dans lequel l'entreprise se trouve. Ça veut dire qu'une entreprise qui est dans le secteur de la tech ne va pas forcément répondre à une crise comme une entreprise qui est dans le secteur de la santé et inversement. Tout va aussi dépendre de la taille d'entreprise, parce que souvent ce que j'ai constaté, c'est qu'en fonction de qu'on soit dans une start-up, une TPE ou une PME ou un grand groupe coté, il y a souvent plus ou moins des dispositifs de réponse qui sont plus aguerris parce qu'on a peut-être plus de budget quand on est un grand groupe. Et donc tout va dépendre une fois de plus de l'environnement dans lequel se trouve l'entreprise. Mais ce que je recommande justement dans le livre, c'est au-delà de l'environnement, au-delà des risques aujourd'hui qui sont probants et qui sont véritablement quotidiens dans l'évolution des entreprises, c'est justement de faire focus sur l'humain. Parce que je parle d'un constant simple, c'est que l'homme est la constance immuable à la crise. Ça veut dire que de toutes crises qui ont toujours existé, et ça aussi c'est un des grands enseignements qui me pousse à écrire ce livre, de toutes ces crises-là, il y a une seule chose qui n'a pas changé. Les process ont changé. Ils ont des fois évolué, ils se perfectionnent même aujourd'hui. Des fois on les remplace, des fois ils ne fonctionnent pas, mais il y a toujours des êtres humains autour de l'entreprise et c'est eux qu'il faut convaincre. Et aujourd'hui, justement, avec peut-être l'intelligence artificielle, on a parlé tout à l'heure de ChatGPT, mais est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, l'humain peut être remplacé, mais en cas de crise, peut-être c'est ça où la technologie devient un peu n'a pas de pouvoir. C'est là que l'humain a sa place. Je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire dans ce livre. Est-ce que tu le vois, toi, par exemple, le fait que peut-être l'intelligence artificielle remplace l'humain?
En gestion de crise, l'intelligence artificielle qui remplacerait l'humain, je pense que pour moi, ce serait quelque chose de très grave. Je pense qu'on a besoin des deux. Je lis beaucoup d'études qui paraissent récemment. Voilà. Et je pense que vu la place que l'intelligence artificielle, a aujourd'hui dans notre société, on en a besoin en gestion de crise. L'IA permet aujourd'hui, par exemple, en matière de veille, ça aussi on en parle dans le livre, de pouvoir avoir une veille qui est ultra ciblée et qui est plus rapide. On a par exemple aujourd'hui des algorithmes comme ChatGPT, comme Perplexity, qui ont cette capacité-là d'aller sur Internet pour scraper du contenu, c'est-à-dire collecter de la donnée, de la data et de la ramener assez rapidement et même d'en proposer une synthèse. Mais une fois de plus, une fois que cette synthèse est faite, on constate encore aujourd'hui qu'il y a plein de loupés, qu'il y a plein de redondances et qu'il y a parfois de fausses informations. On parle de cette IA qui délire encore. Et donc, on a toujours besoin d'un humain derrière qui a gagné du temps dans la collecte du contenu, mais qui va devoir faire preuve de jugeote, y mettre de son jus de cerveau pour justement pouvoir relire derrière, analyser, décrypter et donc prendre des décisions en fin de compte. Donc, je pense qu'on est plutôt dans un binôme, une IA qui assiste l'humain. D'accord. Et justement, est-ce que... Par exemple, ce livre, c'est toi qui l'as écrit, mais chaque chapitre, il y a une intervention d'un professionnel, de quelqu'un qui rajoute un peu de... Enfin, c'est quoi les intervenants que tu as eu? Par exemple, chaque fin de chapitre, il y a des intervenants. C'est quoi le plus que ces intervenants ont ajouté à ce livre? Oui, c'est une très bonne question. Je pense que les intervenants viennent ajouter cette crédibilité à l'ouvrage parce que je ne m'autoproclame pas expert. Je me suis toujours revendiqué de cette posture et je pense que même quand j'aurai 20-30 ans d'expérience, je ne voudrais pas forcément qu'on m'appelle expert parce que je préfère toujours, toute proportion gardée, être celui-là qui apprend. Parce que je pense qu'on a toujours à apprendre, même quand on a beaucoup d'années d'expérience. Et donc, ces experts qui interviennent permettent d'apporter de la crédibilité à l'ouvrage. Parce que étant jeune professionnel, je n'ai pas vécu la crise comme eux l'ont vécu. Ils ont vécu beaucoup de crises, ils sont chacun experts d'un domaine précis. Et donc, il me paraissait très intéressant de les intégrer dans l'ouvrage et justement de pouvoir ancrer ce fil rouge qui a trait à l'humain que l'on défend tous d'une manière ou d'une autre au fil des chapitres. D'accord. Et justement, est-ce que ces intervenants-là qui ont de l'expérience, c'est quoi comme genre d'intervenant? Est-ce que c'est justement, j'ai vu, dis-moi si je me trompe, il y a de la psychologie qui rentre dedans, c'est pas forcément la crise dans une entreprise, ça rentre vraiment dans la psychologie, dans des choses un peu qui englobent la médecine, des choses comme ça. Comment t'es venu l'idée d'intégrer ces gens-là, à part le fait de donner une crédibilité, d'appuyer ton propos? C'est quoi à peu près le but, l'utilité, on va dire? C'est une autre très bonne question. Ah, vas-y, je pose plein de bonnes questions aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi, m'a-t-on déjà dit, une autre des forces de cet ouvrage, c'est que c'est pas un ouvrage de communicants uniquement, parce que moi je suis étudiant en communication. Non, c'est un ouvrage qui est fort d'une diversité d'expertise et de regards de professionnels qui sont issus à la fois de la psychologie, de la philosophie, de la sociologie, des relations publiques, des études d'opinion, de la médiation et de la communication. Et donc, on a quand même un maillage de regards qui vient donner chair à une approche de la gestion de crise qui prône aujourd'hui de mettre justement l'humain au cœur et au centre de tout. Et donc, oui, je pense que ces professionnels permettent d'apporter de la crédibilité, étant chacun expert de leur domaine, parce qu'ils ont une fois de plus vécu la crise. Et donc, ils donnent des enseignements qui permettent aussi aux lecteurs d'avoir des clés opérationnelles rapidement activables et implémentables dans le monde d'entreprise. Et donc, il y a aussi, je termine juste par là, cette frontière avec justement le monde social. Parce que pour moi, aujourd'hui, l'entreprise a un rôle sociétal incontestable. C'est aussi pour ça que j'écris ce livre. L'entreprise, aujourd'hui, a le devoir de contribuer à la société. Les hommes et les femmes, par exemple, qui passent aujourd'hui le plus important de le temps au sein des entreprises sont des habitants de la société. Et souvent, c'est les mouvements sociaux, c'est ce qui se passe dans la société qui a un impact au sein de l'entreprise. Si la société vit au gré de la crise économique, les entreprises en pâtissent. Si à l'extérieur, on a une crise politique,
évidemment que les entreprises en pâtissent. Et donc, pour moi, l'entreprise n'est pas détachée de l'humain et donc de ce rapport qu'elle entretient avec le monde ambiant qui nous entoure. Et donc, c'est aussi ça, cette dimension science humaine que vous évoquez. C'est qu'on ne va pas rester uniquement dans cet ouvrage dans le domaine de la communication ou dans le domaine de la veille, mais on va essayer d'aller chercher toutes les forces qui existent dans les savoirs et les sciences humaines pour justement venir proposer un cocktail explosif, toute proportion gardée au lecteur. Donc c'est pluridisciplinaire, c'est ça? Oui, exactement. Ok. Et justement, on va montrer le livre à la caméra. La manière dont tu l'as modélisé, on va dire, le graphisme, etc. Tu as dit tout à l'heure que c'est pas ton premier, tu as assisté d'autres personnes à l'écriture, mais c'est pour la première fois que tu édites vraiment. Est-ce que tu as eu des conseils, des gens qui t'ont guidé, par exemple, dans la manière dont mettre au milieu, gestion de crise en gros? Est-ce que c'est des choses qui, l'interface, la préface, etc., c'est des... Il y a une étude derrière, il y a une psychologie justement derrière pour insister à acheter? Oui, parce que c'est aussi des gestes qui sont commerciaux, il faut pas le nier. Voilà, j'ai effectivement beaucoup de gens qui m'entourent. Mon éditeur Édition Réseau qui édite le livre, on a parlé de la préface et même de l'avant-propos. Je me permets donc de citer mon préfacier Frédéric Fougera ou le professeur Yvette Marie Edmé Abouga qui me signe l'avant-propos. Et donc oui, j'ai effectivement un certain nombre de personnes, de professionnels qui m'entourent, qui m'ont d'ailleurs fait confiance dans ce projet, qui interviennent dans ce livre, qui m'ont donc donné conseil au fil de ce processus éditorial. Donc oui, je me suis effectivement fait accompagner, même si j'avais déjà un tout petit peu d'expérience en processus éditorial, j'ai eu besoin de demander l'avis aussi des gens avec qui je chemine, qui me soutiennent pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et le rouge parce que c'est une de mes couleurs préférées, et peut-être parce que ça fait efficace en rayon, ça attire. Ouais. D'accord. Moi, je me suis dit, en rouge, c'est peut-être gestion de crise, capital, etc. etc. Donc, pour finir l'interview, l'avant-dernière question, est-ce que, par exemple, ce livre on peut le trouver, par exemple, dans des bibliothèques universitaires, dans les bibliothèques municipales ou juste sur Internet, où est-ce qu'on peut l'acheter? Alors le livre, il est disponible déjà sur Internet dans toutes les bonnes librairies, la Fnac, D'accord. Amazon, Decid, Cultura, Édition Erol. Et il est aussi disponible en physique dans ces mêmes points de vente. Donc on peut le commander assez aisément. Si on est en Afrique, il sera disponible dès le mois prochain en Afrique via des points agréés, des distributeurs partenaires de mon éditeur. D'accord. Et en ce qui concerne les établissements, on ne sait pas trop ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois à venir, mais oui, je pense que peut-être que si le livre a une valeur reconnue par le lecteur et donc par ceux-là qui dirigent ces institutions, on pourrait potentiellement avoir la chance qu'il soit plus ou moins maintenant ou plus tard mis entre les mains des étudiants et donc qu'il figure dans cette bibliothèque universitaire. Ce serait, en tout cas à mon sens, un grand sentiment de fierté de voir que ce livre qui est avant tout collectif, arrive à profiter une fois de plus au plus grand nombre et surtout aux jeunes professionnels parce que j'en suis un encore aujourd'hui moi aussi. On l'espère tous pour toi. Et juste, est-ce que par exemple le livre, une fois par exemple l'éditeur, ça s'appelle Édition J-Réseau. Édition J-Réseau. Est-ce que cette boîte d'édition se consacre justement juste entre guillemets, c'est pas un reproche, mais est-ce que c'est scientifique ou juste toutes les... Par exemple, cette question-là que je pose, c'est pour les gens qui veulent, par exemple, passer à l'action et écrire. Est-ce que tu as un conseil à dire? Est-ce que, par exemple, les boîtes d'édition peuvent les freiner? Quel conseil tu donnes, question simple, quel conseil tu donnes aux gens qui veulent écrire un livre, qui ne sont pas encore professionnels, jeunes étudiants, jeunes personnes qui rentrent dans le domaine professionnel? Quel conseil tu peux donner? J'ai un seul conseil, il faut y aller. Il faut y aller parce que je pense que écrire, c'est comme faire le marathon de Paris. Tout le monde peut faire le marathon de Paris. Alors, il y en aura qui vont arriver après 4 heures de temps, d'autres après 3 heures, d'autres après 5 heures, d'autres tard le soir, vers 18 heures. Mais tout le monde y arrive si on veut y arriver. Donc, où qu'on soit aujourd'hui, quelle que soit l'échelle organisationnelle auquel on appartient, quelle que soit sa profession, ou même si on n'a pas de profession, je pense que l'écriture n'est pas réservée à une catégorie de personnes et pas à une autre. Tout le monde peut écrire, tout le monde a la possibilité
de prendre la plume. J'ai déjà beaucoup de retours qui me reviennent de gens autour de moi qui avaient des ouvrages qui dormaient, qu'ils ont ressortis parce qu'ils m'ont vu commencer. Je disais, je vais écrire un livre. Et aujourd'hui, ils voient qu'il est sorti le livre. J'avais pas d'éditeur au début. C'était encore tout flou, mais je suis allé à l'envie et à la détermination. Donc, je pense que il faut que ces gens y aillent. Évidemment qu'il faut se rapprocher de gens qui peuvent potentiellement nous donner conseil, nous accompagner, nous permettre de ne pas faire certaines erreurs ou peut-être d'avancer mieux. Mais je pense qu'il faut y mettre du soi parce qu'en vérité, écrire est souvent un acte solo, où souvent on se retrouve tard le soir ou tôt le matin seul, avec des fois la plage blanche, avec des fois des pages pleines. Et voilà, je pense qu'il faut y aller. Si on a envie d'écrire, tôt ou tard, on finit par se faire publier. Il y en a même qui commencent par se faire publier en auto-audition et au sorti de cela, se font repérer par des maisons d'édition qui les publient. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un éditeur tout de go, mais pour y arriver, je suis allé toquer, je suis allé chercher, j'ai écrit, et finalement, les choses se sont mises en place au fur et à mesure. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut écrire. D'accord, merci beaucoup. C'est très, ça pousse les gens à écrire. On le montre à la caméra pour la dernière fois, et pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent répéter Fnac, où il est disponible sur quelle plateforme et sur quel magasin? Alors, si on veut citer les magasins, j'ai dit la Fnac, donc il est disponible dans toutes les grandes Fnac. Déjà, la Fnac Bercy qui est pas loin. Il y est à la Fnac Saint-Émilion, il est à Saint-Lazare aussi. Donc, voilà, on le retrouve dans pratiquement toutes les Fnac. J'ai eu la chance de le retrouver en rayon. Il a été commandé, je suis très content. Et aussi sur des sites Cultura, Amazon, Édition Erol. Et voilà, toutes les bonnes librairies. Et ceux qui ne l'ont pas, c'est pas des bonnes. Il n'y a que de bonnes librairies pour moi. Parce que tous les librairies font un travail qui est remarquable et incroyable. Et du coup, je le savoir. C'est juste une blague. Est-ce que vous avez un réseau social où les gens peuvent vous suivre ou par exemple, une fois qu'un autre livre sera édité, les gens qui sont intéressés par vous, est-ce que... ou pas trop? Ben si, évidemment, on peut me suivre sur LinkedIn où je suis le plus actif aujourd'hui. Et aussi sur Instagram, voilà, où je fais des publications régulières qui ont toujours trait au monde professionnel de l'entreprise, avec toujours ce côté humain. Parce que pour moi, je pense que je suis un serviteur de l'humain et je cherche à être utile à ma société, au monde dans lequel je vis. Voilà, donc je pense que c'est LinkedIn, c'est Instagram et peut-être dans les jours à venir d'autres réseaux sociaux. On espère. Merci beaucoup à toi, André Stéphane. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous, éditeur du GOP Radio. Et vous pouvez regarder et acheter ce livre d'André Stéphane. Merci à vous. Culture Club, l'émission culturelle du GOP Radio.